Alors, bonjour à tous. Je suis très contente d'être ici aujourd'hui pour vous parler de réintégrer des ovins en ferme céréalière avec un focus particulier sur pourquoi faire cette réintégration, comment, mais aussi avec quels impacts. Donc, je vais commencer par me présenter et par vous dire quelques mots sur moi. Donc, je m'appelle Clémentine Meunier, je suis ingénieure de recherche à l'INRA de Toulouse. Et là, vous avez une photo de moi la semaine dernière en train de soutenir ma thèse qui s'intitule « Réintégrer l'élevage dans les fermes et territoires de culture ». Voilà, c'est pour ça que je viens vous parler aujourd'hui. Alors, petite nuance quand même, moi, dans ma thèse, ce que j'ai étudié, c'est une grande diversité de systèmes dans lesquels l'élevage a été réintégré. Donc, vous avez là un aperçu en photo de la diversité de systèmes que j'ai pu étudier. Donc, vous avez des vaches qui pâturent dans des résidus de pastèques, des moutons qui pâturent dans des vergers, dans des résidus de navets ou dans des prairies, et également des systèmes en monogastrique. Donc, typiquement, voilà, en termes d'élevage, en termes de culture, j'ai vu vraiment une grande diversité de systèmes. Et je les ai principalement étudiés en France, mais aussi en Écosse et en Californie. Merci. Du coup, aujourd'hui, on va faire un focus sur les ovins réintégrés dans des fermes céréalières, soit par achat d'animaux sur la ferme, donc un céréalier qui va décider d'acheter des moutons, soit par partenariat entre un céréalier et un éleveur, soit les deux, puisque des fois, les deux arrivent aussi. Et je vais plutôt me concentrer sur les aspects pratiques et techniques. Et du coup, avec un petit clic, vous allez avoir le programme de mon intervention, avec tout d'abord 2 histoires de réintégration qui sont inspirées de récits d'agriculteurs que j'ai pu rencontrer dans le Gers et qui ont réintégré des ovins sur leur ferme céréalière de 2 façons très différentes. Ces histoires m'amèneront à vous parler des différences de motivation, de pratique et d'impact que j'ai pu observer dans des cas de réintégration d'élevage. Et puis on prendra après un petit pas de recul pour voir en quoi finalement le chemin il peut être semé d'embûches, mais en quoi on a quand même des pistes de solutions qui sont prometteuses. Et puis on finira avec quelques messages clés. Alors, mon premier message, c'est celui-là. La réintégration d'ovins dans des fermes céréalières, ça peut prendre différentes formes et générer différents impacts, principalement selon les raisons pour lesquelles les agriculteurs vont le faire et selon les contextes dans lesquels ils sont. Après ce petit suspense, du coup, je vais pouvoir vous raconter l'histoire d'un premier agriculteur qui, lui, a décidé de réintégrer de l'élevage plutôt pour améliorer le côté financier et en voulant faire le moins de modifications possible sur son système. Donc cet agriculteur, il a une ferme de 500 hectares en grande culture qu'il souhaite gérer comme une entreprise rentable. Et pour ça, la plupart de sa vente se fait en coopérative et en circuit long. Et il a une activité relativement diversifiée avec une ETA, une société de panneaux photovoltaïques et une société de transport. Sur sa ferme, il a également des hauts de coteaux qui sont faiblement productifs. Et du coup, il va décider de les convertir en bio, donc sur 150 hectares, pour pouvoir toucher les primes PAC à la conversion. Ces hectares, il va également les semer en luzerne, comme c'est mis sur la photo, pour pouvoir avoir les primes PAC au pâturage par les moutons d'un éleveur. Ces parcelles, elles sont donc mises à disposition d'un éleveur, mais comme lui, initialement, il n'avait pas spécialement envie d'avoir des animaux ou de gérer des animaux sur sa ferme, et finalement, il s'occupe de rien, donc c'est-à-dire qu'il n'était même pas au courant de combien il y avait de moutons ou à quel point ils étaient présents dans l'année. Donc c'est vraiment l'éleveur qui s'occupe de tout dans ce cas-là. Et lui, notre céréalier, ce qu'il voit, c'est qu'il va pouvoir avoir un gain d'argent par les primes PAC et un gain de matière organique pour rendre ses hauts de coteaux plus productifs. Deuxième exemple, donc un cas tout à fait différent, un agriculteur qui est à quelques kilomètres de notre premier, qui réintègre de l'élevage pour améliorer les services écosystémiques et répondre à des valeurs personnelles. Donc là, on est sur un système céréalier bio depuis longtemps, avec un travail du sol réduit, une couverture permanente du sol et sans intrants. Donc on est sur un système déjà quand même vraiment un peu différent de ce qu'on peut pratiquer. Et on est sur une ferme de 35 hectares. Ce système, il répond aux objectifs de l'agriculteur de s'inscrire dans une éthique de l'environnement. Et ce qui se passe en 2018-2019, c'est que notre agriculteur, il constate un gros manque de matière organique sur sa ferme et il est frappé par l'érosion de ses sols.
Donc ça lui pose un vrai souci. Et en même temps, il se rend compte que sur ces hauts de coteaux, en fait, il a des marges nettes qui sont négatives. Donc quand il les cultive, il perd de l'argent finalement. Et puis, il arrête aussi une activité annexe qu'il avait en même temps. Et donc ces 3 événements-là, ça l'amène à réfléchir à la construction d'un premier partenariat avec un berger et de la réintégration de moutons sur sa ferme par ce partenariat pour répondre à ce problème de manque de matière organique. Grâce au partenariat, il n'a pas besoin de faire des investissements conséquents, il n'a pas besoin d'acheter de bâtiments ou autres, donc ça c'est bien pour lui pour réintégrer de l'élevage. Et puis ça lui permet aussi de lutter contre le manque de connaissances, puisque lui il ne sait pas s'occuper d'un élevage d'animaux ou même gérer des prairies. Comme il y a encore des services liés à l'élevage qui sont présents dans le sud-ouest, il va réussir à identifier un berger localement. Et ce qui se passe, c'est que ce berger qu'il rencontre, finalement, il est en train de s'installer. Donc, il n'a pas encore vraiment de moutons. Et donc, notre agriculteur décide d'acheter une partie des moutons pour le berger pour faciliter son installation. C'est comme ça qu'en 2019-2020, il commence un pâturage hivernal des moutons sur ses couverts et ses coteaux pour amener de la fertilité. Sauf que tout ne se passe pas comme prévu, évidemment. Dans les termes initiaux de l'arrangement qu'ils avaient, le berger devait passer en bio à l'issue de la première année. Et sauf qu'en fait, le berger il dit non, moi ça m'intéresse pas de passer en bio, et ça c'est rédhibitoire pour notre céréalier, donc il met fin au partenariat. Sauf que, comme vous vous rappelez, il avait acheté une partie des moutons. Donc notre agriculteur, il se retrouve avec des moutons sur sa ferme dont il ne sait pas forcément quoi faire. Et donc, comme il ne sait toujours pas comment gérer des moutons, il décide d'embaucher une bergère salariée qu'il parvient à identifier grâce au réseau qu'il s'est créé avec son premier berger. Second problème, maintenant qu'il a des moutons sur sa ferme toute l'année, il n'a pas assez pour les nourrir toute l'année, justement. Donc ça va l'amener à créer des partenariats avec ses voisins, céréaliers et arboriculteurs, pour avoir suffisamment de ressources fourragères pour pouvoir nourrir son troupeau toute l'année. Cette fois-ci, il se dit, bon, ok, j'ai une bergère, mais je vais quand même apprendre un petit peu comment s'occuper des animaux. Et il fait bien, puisque l'année suivante, la bergère part à son tour. Et donc là, il dit, ok, c'est bon, moi je garde les moutons et je m'en occupe moi-même. Et c'est comme ça, finalement, qu'il se retrouve à réintégrer des ovins sur sa ferme en ayant acheté les animaux, alors que ce n'était pas exactement ce qui était prévu au démarrage. Du coup, si on regarde, au final, aujourd'hui, dans son système actuel, les brebis, elles sont très peu présentes sur son exploitation. Donc, c'est uniquement la petite période bleue, donc au mois de mars-avril, où elles sont là pour pâturer dans les hauts de coteaux faiblement productifs, dans les couverts et pour déprimer les blés. Et tout le reste de l'année, elles sont chez des voisins, soit dans des pruniers, soit dans des luzernières. Ce qu'on peut dire, c'est que notre céréalier, finalement, aujourd'hui, il est plutôt devenu éleveur que céréalier, puisqu'il a décidé de simplifier son système de culture au maximum, en arrêtant d'irriguer, en limitant toute la mécanisation sur ses cultures à semi-récolte. Et il donne maintenant la priorité à ses animaux, avec notamment des investissements qu'il a pu faire dans le système d'élevage, comme un quad pour poser les clôtures ou un chien. Il travaille également à créer des débouchés pour sa viande de mouton, avec des partenariats avec des transformateurs et des restaurateurs, et aussi une réflexion autour de comment valoriser sa laine. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces deux histoires ? Eh bien, premièrement, la réintégration de l'élevage, elle peut entraîner des adaptations relativement marginales au niveau du système de culture. Donc ça, c'était le cas de la première histoire. Et dans ce cas-là, les animaux, ils sont souvent vus plutôt comme un bonus. Et ça, c'est quelque chose que j'ai constaté à la fois dans des cas de réintégration au niveau ferme ou par partenariat entre le céréalier et l'éleveur. Dans ce cas-là, souvent, la motivation principale qui va mener à réintégrer de l'élevage, c'est une motivation plutôt économique. Et les agriculteurs disent avoir peu de temps disponible pour se consacrer à l'élevage et ils ont besoin de limiter la complexité du changement qui va être associé. Donc concrètement, ce qu'on va voir, c'est une réduction de la mécanisation, puisqu'on va avoir pâturage découvert, donc réduction des broyages. Mais par contre, par exemple, très peu ou pas de réduction des engrais appliqués, malgré les déjections animales qui vont être ajoutées. Deuxième exemple et deuxième conclusion, réintégrer de l'élevage, ça peut aussi entraîner des adaptations beaucoup plus profondes sur la ferme, et notamment pour promouvoir des synergies entre l'animal, le végétal et les prairies.
Dans ces cas-là, les animaux ils sont vus comme une composante à part entière sur la ferme. Et donc ça aussi, ça peut arriver soit quand on réintègre par achat d'animaux, soit par partenariat. Dans ces cas-là, les agriculteurs ils ont plutôt des motivations qui vont tourner autour de questionnements autour des sols, fertilité, matière organique, etc. Et aussi la volonté de répondre à des valeurs personnelles. Donc dans le premier système, c'était tout ce qui était préoccupation environnementale, mais ça peut aussi être des choses comme la volonté d'expérimenter techniquement et d'avoir un peu un côté challenge. Ces adaptations qu'ils vont faire sur leur système, on a de la réduction de la mécanisation, comme dans le premier cas, mais on peut avoir aussi d'autres modifications, comme la conversion de certaines surfaces en culture en prairies, pour pouvoir accueillir les animaux, donc soit des prairies temporaires le plus souvent, mais aussi parfois des prairies permanentes. Un ajustement de la composition du couvert, qu'on va rendre plus riche en légumineuses pour qu'il soit plus nutritif pour les brebis. Et puis une réduction des engrais pour considérer les apports faits par les animaux. Dans tous les cas, on va avoir un impact environnemental positif de la réintégration des ovins. D'abord parce qu'on a une diminution de la consommation énergétique. Alors moi je l'ai chiffré sur les exemples que j'ai pu voir entre 200 et 300 mégajoules par hectare, mais c'était lorsque les ovins étaient réintégrés dans tout type de système de culture. Donc sur système céréalier ce sera adapté, mais l'ordre de grandeur doit être bon. Mais en tout cas voilà, et ça c'est lié à la réduction de la mécanisation et à la réduction des intrants, notamment des engrais, puisqu'on va avoir un apport de fertilisants par les moutons. On n'a pas de variation de l'excédent azoté sur les fermes et on n'a pas non plus de variation des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça fait écho avec ce qu'on disait en introduction et ça peut être un peu surprenant puisqu'on peut se dire ok, quand on remet de l'élevage, forcément on va avoir plus d'émissions liées aux animaux. Mais en fait non. Et ça a deux raisons principales. La première, c'est que parfois, les animaux ils sont présents en petit nombre ou une courte partie de l'année et du coup, au final, au niveau de la ferme, ça ne va pas changer grand-chose. Et la deuxième, c'est que parfois, les adaptations qui sont faites sur le système de culture, elles vont largement compenser les émissions produites par les animaux. Donc là, c'est tout ce qui est réduction de la mécanisation dont je parlais tout à l'heure et stockage de carbone par les surfaces de prairies additionnelles. Ça veut dire que pour alimenter un peu le débat sur est-ce que l'élevage c'est durable ou pas et qu'est-ce que c'est le futur de l'élevage, finalement, réintégrer l'élevage, oui, ça peut améliorer la durabilité des fermes de culture du point de vue environnemental et c'est d'autant plus vrai si la réintégration s'accompagne d'adaptations systémiques. Parmi ces adaptations, une des grandes pratiques qui peut être mise en œuvre, c'est la réintroduction de prairies. Et donc là, effectivement, de nombreux services peuvent être fournis par ces prairies. Donc on peut avoir l'amélioration de la qualité des sols, mais aussi la fourniture et le recyclage des nutriments, avec un apport de 30 à 300 kg d'azote par hectare et par an selon les espèces et la durée qui sont mises dans les prairies. On peut avoir un contrôle biologique des ravageurs et des adventices, avec une réduction significative des banques de graines d'adventices après 2 années de prairies régras trèfle et toujours 3 années de culture après. Les prairies, elles produisent des fourrages, elles fournissent également un habitat pour la biodiversité et elles permettent de réguler le climat par les actions de stockage de carbone, notamment dont on parlait tout à l'heure. Petit point de vigilance malgré tout, tous ces services, ce sont des services qui sont potentiellement atteignables, mais qui sont évidemment dépendants des pratiques qui sont mises en œuvre, notamment la durée de la prairie, sa composition, et si on parle de pâturage, le chargement qui va être appliqué au pâturage. Ça, c'était pour tout ce qui est environnemental. Et pour tout ce qui est socio-économique, finalement, on a quand même beaucoup moins d'informations aujourd'hui sur les impacts réels de la réintégration de l'élevage. On a quand même quelques premiers indices qui sont relativement prometteurs. Typiquement, sur le plan économique, on l'a dit tout à l'heure, on va avoir une réduction de la mécanisation des intrants et donc une réduction des charges associées. Ça, c'est cohérent avec une étude qui a été menée par Pierre Michler sur un échantillon de 1200 fermes en polyculture élevage entre 2011 et 2013. Et donc lui, ce qu'il a montré, c'est qu'en fonction du niveau de couplage entre les animaux, les prairies et les cultures, on va effectivement avoir une réduction des charges opérationnelles et une augmentation du rapport EBE sur produit brut pour un résultat courant relativement stable. Carole le disait tout à l'heure, avoir des animaux sur la ferme de culture, ça peut également permettre une meilleure résilience et une meilleure gestion des risques.
Pourquoi? Parce que les animaux ils vont pouvoir servir de tampon en cas d'aléa sur les cultures, ça va être une façon de les valoriser. Typiquement, on a une culture qui est infestée d'adventices, et plutôt que de la perdre, elle va éventuellement pouvoir être pâturée. Modulo, qu'est-ce que c'est comme adventice quand même? Et puis, on peut également avoir, quand on réintègre au niveau de la ferme, une diversité de production qui va aider à faire face à la volatilité des marchés. Et typiquement, c'est l'idée de ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier et que les prix de la viande et des céréales ne seront, on l'espère, pas bas la même année. Sur le côté social, quelque chose qui est pas mal ressorti moi, dans les enquêtes que j'ai pu mener avec les agris, c'est une satisfaction du travail suite à la réintégration de l'élevage. Et donc là, j'ai un agriculteur qui m'a dit moi maintenant, le matin, je me lève avec plaisir et je fais les choses que j'aime. Et ça a même mené à un questionnement sur la définition du travail. Quand je leur demandais de chiffrer, est-ce que vous avez plus d'heures de travail maintenant que vous avez des animaux et à quel point, c'était finalement ça dépend ce qu'on considère comme une heure de travail. Est-ce qu'aller me promener pour surveiller mes brebis dans mon champ, c'est du travail ou pas? Un tout petit peu vite, pas de souci. Et du coup, il y a aussi cette question d'image du système qui peut être améliorée par le fait de remettre des brebis. Avec un agré qui m'a dit moi, quand je traverse le village avec mes brebis, finalement, ça plaît, notamment aux habitants du village. Et donc, ça peut aussi être une façon de lutter contre l'isolement dans certains cas. Bon, je vais quand même vous parler un peu de technique et vous faire un focus sur deux pratiques de réintégration d'ovins en système céréalier que sont le pâturage de couvert et le déprimage de céréales. Alors, le pâturage de couvert tout d'abord. Et donc là, je vais beaucoup m'appuyer sur les résultats qui sont issus de trois projets même, POSIF, BrebisLink et Interagi, qui ont spécifiquement étudié le pâturage de couvert en système céréalier. Donc ce pâturage de couvert, quand, quoi, comment? Le plus souvent, ce pâturage il va se faire de septembre à mars, pendant une interculture longue, avant le semis d'une culture de printemps. Il peut aussi se faire sur des intercultures courtes, mais bon, on est quand même sur une période plus réduite, donc c'est un petit peu plus rare. En termes d'espèces, il y a une grande diversité d'espèces qui peuvent être pâturées et notamment, il y a globalement peu d'espèces qui sont vraiment à éviter ou à inclure à faible dose. Peut-être un petit point de vigilance sur le fait que févrole et facélie, c'est des espèces qu'on peut relativement souvent retrouver dans des couverts de céréaliers et qui finalement, pour les brebis, c'est pas forcément ce qu'elles préfèrent, quoi. En termes d'ordre de grandeur, on considère qu'il faut compter à peu près 4 et 6 arts par brebis et par jour. Alors ça, c'est très dépendant des pratiques de pâturage. Si vous voulez faire du pâturage tournant dynamique, etc., on n'est plus du tout sur les mêmes ordres de grandeur. Mais en tout cas, ça peut donner un ordre d'idée pour commencer. Et pour la hauteur d'herbe préconisée en entrée de parcelle, on considère qu'il faut être entre 7 et 20 cm, parce qu'au-delà, on a quand même des forts risques de refus. Point de vigilance, toujours s'assurer de la disponibilité suffisante de la ressource fourragère pour éviter de retrouver les brebis chez le voisin. C'est mieux. Pâturage de couvert, la photo est très très moche, mais pâturage de couvert, ce qu'on peut voir, c'est que globalement, il y a à peu près 52% de la biomasse du couvert qui va être consommée par le pâturage, encore une fois, dépendamment de la pression qu'on va appliquer. Mais que globalement, ce pâturage de couvert, il va avoir un effet neutre sur le rendement de la culture suivante. Donc on ne va pas impacter le rendement par rapport à un couvert qui est broyé. Similairement, couvert pâturé versus couvert broyé, suite au pâturage, on va avoir plus d'azote disponible au semis de la culture suivante et surtout cet azote, il va être sous forme d'azote nitrique qui est la forme directement assimilable par la culture. On voit également moins de limaces au semis de la culture suivante, donc 60% de limaces en moins, et ça c'est lié aux actions de consommation des œufs de limaces et des adultes par le pâturage, et aussi aux actions de piétinement. Piétinement, justement, c'est quelque chose qui fait peur, généralement. Et là, je vous ai mis la citation d'un céréalier qui a dit « Moi, avant de voir les brebis dans les parcelles, le piétinement, c'était vraiment une crainte pour moi, et finalement, ce n'est pas un problème. » Et effectivement, c'est ce qu'on peut voir sur les graphes, qu'entre un couvert broyé et un couvert pâturé, l'état du sol, il est relativement similaire. On a éventuellement un très léger tassement sur les horizons de surface, mais finalement, c'est quelque chose qui va très vite se régulariser. Et un agriculteur qui m'a dit, en culture, de toute façon, les brebis, on les met après les moissons, c'est déjà compacté de la saison, des tracteurs et tout ça, et après, on reprend les sols. Ça dépend de votre système. Mais donc, c'est pas là que ça pose problème. Avec le pâturage de couvert, on va également gagner du temps.
en considérant que c'est l'éleveur qui gère le pâturage des brebis. Mais on peut gagner du temps. On considère entre 20 et 40 minutes par hectare, puisqu'on n'a pas le couvert à broyer. Et ça dépendant évidemment du matériel que vous utilisez pour broyer. Et donc, je vous ai mis une citation d'agriculteur. Après, évidemment, les brebis me font un travail que je n'ai pas à faire en tracteur. Et là, je pense qu'il y a une économie quelque part. Et cette économie, elle se retraduit en termes monétaires, avec une économie qui a été chiffrée à peu près 30 € par hectare en économie de charges de mécanisation, donc sur le matériel, et en économie de gasoil. Ça, c'était pour le pâturage de couvert. Et maintenant, je vais vous parler du déprimage de céréales. Alors, qui sait ce que c'est le déprimage de céréales? Est-ce que quelqu'un veut essayer une définition ou une explication rapide? Ouais, ça marche. Donc, c'est les déprimer, c'est faire un passage très rapide sur les céréales pour juste enlever la pointe des végétaux sans toucher à l'épi. Tout à fait, c'est exactement ça. C'est certainement bien mieux expliqué que ce que j'aurais pu faire moi. Et c'est effectivement une pratique qui va consister à pâturer des céréales à un stade précoce, donc on considère au stade tallage. Et donc en photo, ça peut donner ça. Donc là, vous avez un champ qui vient d'être déprimé justement en janvier ou février. Et puis, j'en ai vu des pires que ça. Mais là, on est sur effectivement un truc qui peut ressembler à ça. Et le même champ lorsque le trèfle va être semé sous couvert au mois d'avril. Donc on voit que c'est quand même vraiment reparti, quoi. Cette pratique, elle est vraiment couramment pratiquée en Écosse et elle est très peu pratiquée en France et surtout dans les cas de réintégration parce que c'est une pratique qui fait peur, hein, concrètement, d'avoir des moutons alors qu'on a semé la culture, c'est toujours un peu impressionnant. Et c'est normal parce qu'en fait, si on fait passer des moutons un peu trop tard, on va effectivement avoir des pertes de rendement sur la culture. Par contre, si on a bien un pâturage au stade tallage, et là, on peut avoir un rendement équivalent, voire une légère augmentation du rendement sur la culture. Et ça, c'est principalement lié au fait qu'on a une réduction de 60% des maladies foliaires sur des céréales qui ont été déprimées, puisque tout ce qui va être maladies, champignons, etc., présents sur les premières feuilles, va être consommé par l'action de pâturage. En termes de tassement, globalement, c'est un peu les mêmes conclusions que ce qu'on a vu sur le pâturage de couvert tout à l'heure. On ne va pas avoir d'impact du pâturage sur le tassement, du déprimage sur le tassement des sols. Et donc là, je vous ai mis des petites citations et des petits retours d'agriculteurs sur cette pratique. Donc là, on a un céréalier éleveur qui nous a dit « Moi, ça me permet de gagner quelques jours en hiver pour avoir suffisamment de couverts à pâturer jusqu'au dernier semis de printemps. » Un autre qui, lui, était pas trop convaincu et qui a dit « Ça fait beaucoup de clôture à poser pour peu de temps de pâturage, moi, j'y vois pas beaucoup d'intérêt. » Et un céréalier, moi, la première fois que j'ai fait pâturer les céréales, clairement, j'étais catastrophée. On voyait plus les blés, mais 15 jours après, les rangs sont réapparus et ils étaient aussi vigoureux qu'avant. Ça, c'était des retours dans le bassin parisien. Et moi, j'ai eu une expérience un peu plus personnelle à vous raconter. Dans le cadre du projet, dans le cadre duquel j'ai fait ma thèse, on a emmené avec nous des agriculteurs ariégeois et des conseillers en Écosse pour voir justement cette pratique du déprimage de céréales. Et du coup, voilà, ils sont allés voir des agriculteurs écossais qui réalisaient ça. Et ils ont été tellement convaincus des intérêts de la pratique qu'à peine rentrés, vous avez les extraits du groupe WhatsApp. Allez, c'est parti, les brebis sont dans le blé. Ou bien pâturage de blé avec un petit parc pour voir l'impact du pâturage à Serra. 220 brebis sur 0,5 hectares et sûrement seulement un jour. Et donc aujourd'hui, ils sont vraiment convaincus. Moi, je ne suis pas zootechnicienne, mais je vais quand même vous faire un petit mot sur les brebis et leur état. Comme le disait Carole tout à l'heure, globalement, ce qu'on voit, c'est qu'avec le pâturage de couvert, les besoins alimentaires, ils sont couverts. Il n'y a pas de boiterie, il n'y a pas d'autres problèmes sanitaires qui sont constatés. Et donc, je vous ai mis là aussi 2 citations. C'était une inquiétude pour moi. Est-ce que le fait d'être dehors, ça ne va pas trop les stresser? Est-ce qu'elles vont remplir? Et puis finalement, après une lutte sur couvert, la prolif, elle est passée de 1,7 à 2,1. Donc plutôt, c'était bien. Et un autre qui a dit, finalement, on s'est aperçu que les brebis qui marchaient dehors, elles étaient beaucoup plus musclées et que du coup, il y avait moins de soucis à l'agnelage. On va pouvoir attaquer notre dernière partie, qui est, si vous vous rappelez, le fait de se dire que oui, il y a quand même pas mal de freins quand on veut réintégrer de l'élevage, mais qu'il y a des pistes de solutions qui existent.
Et une première réflexion que je voulais avoir, c'était sur le côté, finalement, c'est bien plus qu'un retour vers le passé. C'est pas simplement faire ce que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents faisaient, même si on s'en inspire. Aujourd'hui, avec le contexte de spécialisation et la perte de connaissances sur finalement comment gérer de l'élevage, la perte de services et d'infrastructures, c'est bien plus compliqué de remettre de l'élevage dans des zones spécialisées en production végétale. De façon générale, le premier frein qui a été identifié, c'est un manque de connaissances sur l'élevage et sa réintégration. Et ça, c'est vrai pour l'agriculteur qui se dit, en fait, finalement, quand on met ça en route, on est plein de désillusions parce que on n'y connaît rien, donc techniquement, on n'est pas bon. On ne sait pas gérer les prairies, on ne sait pas gérer les animaux. Et c'est aussi vrai pour les autres, donc que ce soit les chercheurs, les conseillers. Ça reste un sujet sur lequel on a aujourd'hui peu de connaissances, même si c'est un petit peu moins vrai qu'il y a 3 ans quand j'ai commencé ma thèse, loin d'être seulement par rapport à ma thèse, mais parce qu'il y a pas mal de projets qui se sont développés finalement depuis 3 ans et que c'est vraiment une thématique qui gagne de l'intérêt. Quand on réintègre au niveau ferme, des freins principaux qu'on peut avoir, c'est un manque d'infrastructure. Donc pas de bâtiment d'élevage, pas de clôture. Et donc là, je vous ai mis une citation d'un agri qui a dit il y a longtemps que je voulais introduire l'élevage, mais c'est compliqué. Comment on fait quand on n'est pas éleveur, qu'on n'a pas de structure et qu'on n'a rien? C'est aussi vrai en termes de matériel, donc toutes les machines qui vont être plutôt liées à une production d'élevage. Donc ça veut dire qu'il faut acheter. Acheter parce qu'ici, on n'est pas dans une zone d'élevage, donc il n'y a pas de CUMA d'éleveurs pour pouvoir avoir accès aux faucheuses, aux endaineuses, aux enrubaneuses, etc. Réintégrer de l'élevage sur la ferme, ça veut aussi dire une charge de travail en plus et une astreinte en plus. Donc voilà, un éleveur qui a dit quand il n'y a rien, ça ne demande pas beaucoup de boulot quand il n'y a pas de problème. En 1h30, c'est fait, mais c'est le dimanche, c'est le samedi, c'est tout le temps. Et si on est invité quelque part ou autre, il faut rentrer pour s'en occuper. D'autres questions, toujours quand on veut réintégrer au niveau de la ferme, c'est finalement comment soigner mes animaux? Est-ce que j'ai des vétos disponibles? Et donc là, j'aime beaucoup cette citation où j'ai un agri qui m'a dit moi, j'avais tellement pas de veto que j'ai pris un vétérinaire en Bretagne, mais ça coûte quand même beaucoup trop cher par rapport au service rendu. 80 € par mois et tu passes un coup de fil tous les 4 mois, tu viens une fois par an, c'est quand même cher payé. Comment je les valorise, mes animaux? Où est-ce que je les fais abattre? Et qu'est-ce que j'ai comme débouché? Donc voilà, moi, je me demande où c'est que je vais les faire abattre. Et puis, qui est-ce que j'ai pour m'en occuper si éventuellement, moi, je ne peux pas être là? Et donc là, c'est vraiment la question de trouver de la main-d'œuvre qualifiée en élevage dans des zones spécialisées en production végétale. Toutes ces difficultés-là, elles vont conduire les agriculteurs à plutôt concevoir des systèmes d'élevage à faible investissement et qui sont plus faciles à gérer au démarrage. Donc typiquement, ils vont plutôt choisir des animaux qui sont peu sensibles et qui demandent peu de soins et d'investissement. Là, je vous ai remis une citation de céréalier qui est aujourd'hui maintenant éleveur et qui a dit moi j'ai une autre vie, j'étais sur la côte tout ce week-end, demain je pars en montagne, là moi je reste pas au pied des brebis, si ça devient comme ça, je vire tout le monde en fait. Concrètement, quand ils réintègrent de l'élevage, du coup, les agriculteurs vont plutôt commencer par un petit nombre d'animaux, plutôt privilégier des races à viande que des races à lait, où l'action de traite va demander un contact plus important avec les animaux. Ils vont chercher des races rustiques, qui peuvent être adaptés à des systèmes 100% plein air qui ne vont pas demander des investissements dans des bâtiments. Mais ces races rustiques-là, ce qu'ils m'ont dit, c'est que ce n'était pas forcément évident à trouver. Et donc là, je vous ai mis la citation. Aujourd'hui, tout ce qu'on trouve comme animal, c'est des animaux qui sont habitués en bergerie et du coup, des animaux qui ne sont pas adaptés pour mon système, même si c'est des races quand même rustiques. Et similairement, il va falloir des brebis qui sont plutôt habituées aux clôtures électriques mobiles pour aussi pouvoir éviter les événements type évasion. Quand on réintègre sur la ferme, une question qui se pose, c'est également de créer des débouchés pour les produits d'élevage. Donc ça va demander parfois de créer des partenariats avec des restaurateurs, parfois de mettre en place des ateliers de vente directe, alors soit par l'agriculteur lui-même, soit sous format GAEC, comme on pouvait avoir, initiative collective, comme Carole pouvait mentionner tout à l'heure. Et on a aussi quelques agriculteurs qui ne trouvent vraiment pas où faire abattre leurs animaux et qui décident de ne pas valoriser la viande des brebis et de vraiment voir le mouton comme une tondeuse, et pas valoriser la production de viande. Ça, c'était vraiment des freins qui s'appliquent au niveau de la réintégration sur la ferme. Et la question, c'est est-ce que si on réintègre par partenariat, c'est la solution pour faire face à toutes ces barrières? Effectivement, quand on fait un partenariat entre un céréalier et un éleveur, a priori, il y a peu d'investissement, il n'y a pas d'astreinte, il n'y a pas de débouché à trouver et il n'y a pas forcément besoin d'avoir autant de connaissances.
Toutefois, il y a des coûts de transaction entre céréaliers et éleveurs qui peuvent être forts. Notamment le fait de s'informer, d'identifier un céréalier et un éleveur qui sont intéressés. Donc là, j'ai un agri qui m'a dit moi j'entendais parler de pâturage, de moutons qui ont commencé à se faire, mais il n'y a pas tant de bergers que ça, donc s'il n'y a pas de bergers, il n'y a pas de moutons, et moi je ne sais pas qui aller voir, quoi. Et puis après, il y a aussi des coûts sur prendre des décisions ensemble, et puis gérer le partenariat. Et typiquement, la citation, un point qui était compliqué, c'était la gestion des parcelles, notamment la gestion commune. C'est là le gros désaccord, parce qu'ils insistaient trop sur les parcelles, les bergers. Ils les rinçaient, et après, en septembre, ils disaient qu'il n'y avait plus d'herbe. Et moi, je leur disais, en fait, ça fait 3 mois que je vous dis qu'il faut tourner, qu'il faut changer tous les jours, et vous ne voulez pas. Donc en fait, on a vraiment un désaccord sur la gestion technique. Et réduire ces coûts-là, en fait, c'est loin d'être évident. Et trouver le bon partenaire, non plus. Effectivement, on a un céréalier qui m'a dit moi, il y a la crainte de l'éleveur vis-à-vis du céréalier. Pour eux, on est les grands méchants loups et ils pensent qu'on veut les entuber. Et aussi, on avait fait un premier essai il y a 3 ou 4 ans et ça ne s'est pas avéré concluant. Il y a la question de la taille des fermes et de la disponibilité de la ressource, puisqu'effectivement, il faut que ce soit suffisamment avantageux, qu'il y ait suffisamment à manger pour que ça vaille le coup pour l'éleveur de se déplacer. Et puis la question de la rémunération qui a été abordée tout à l'heure par Carole et qui peut effectivement venir jouer dans la balance. Les premières pistes pour aider dans la construction de ces partenariats, c'est la coordination par un tiers. Donc ça peut être par un conseiller technique, ça peut être par l'organisation d'événements comme aujourd'hui pour essayer de faciliter ces rencontres. Le développement des réseaux sociaux qui va aussi pouvoir permettre de faciliter et l'identification et la communication à distance. Et puis la notion de proximité géographique que Carole mentionnait également. Alors elle disait moins de 10 km. Moi j'étais un petit peu plus large quand même, mais je pense que c'est très très dépendant des régions et des personnes aussi. Mais globalement, ce qui est sûr, c'est que oui, il faut une proximité géographique entre les fermes de culture et d'élevage. Et voilà, une citation, même si les gens sont pros, l'éloignement, ça peut amplifier la problématique. Parce que c'est quand il y a des problèmes que vous avez une vache qui se barre, qu'il faut que le mec ne soit pas trop loin et il faut qu'il soit très réactif. Et la difficulté, elle est là. Pour terminer, qu'est-ce que je vous ai raconté finalement ? Ce que je vous ai raconté, ce que j'ai essayé en tout cas, c'est que réintégrer des ovins en système céréalier, ça peut prendre une grande diversité de formes selon les motivations et les contextes des agriculteurs. Mais ça, c'est chouette parce que ça veut dire que chacun peut un peu y trouver ce qu'il veut. Cette réintégration, elle peut générer des impacts très positifs, et d'autant plus si elle est associée à des adaptations profondes des pratiques, typiquement l'introduction de prairies. Mais ces adaptations-là, elles demandent du temps et des apprentissages, et elles vont plutôt être mises en place sur des fermes qui ont déjà réintégré de l'élevage depuis quelques années. Le chemin, il est semé d'embûches et d'imprévus, mais des pistes de solutions prometteuses existent, et d'autant plus maintenant que la thématique, elle gagne de l'intérêt. Et ces imprévus, finalement, ça peut aussi être de vraies opportunités. Typiquement, une rencontre qu'on n'avait pas vu venir, et finalement, ça peut vraiment déverrouiller ce truc et dire ok, c'est bon, maintenant j'y vais et je réintègre de l'élevage. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Bonjour. Je voulais savoir pourquoi se concentrer sur les ovins plutôt que les ovins, ou c'était juste la méthode ? Alors, dans le cas de la présentation, oui, je me suis focalisée sur les ovins. La raison, c'est qu'en fait, en termes de réintégration, des réintégrations de bovins, j'en ai vu très peu. Et je sais que dans le projet Interagite, ils en voient un peu plus, mais ils ont un peu le même constat. Pourquoi ? Parce que la réintégration de bovins, souvent, ça fait peur. Une vache, c'est gros par rapport à un mouton. On a l'impression que ça va plus tasser le sol, que ça va être plus compliqué à gérer. Et du coup, la plupart du temps, ce que je vois, ça va plutôt être effectivement des réintégrations d'ovins. Sur le côté calcul des émissions de gaz à effet de serre, est-ce que tu as juste regardé sur la ferme céréalière qui disait un bilan à peu près équilibré, ou est-ce que ça intègre le système d'élevage corollaire ? Alors, dans ce calcul-là, effectivement, l'idée, c'était de dire, sur la durabilité de la ferme céréalière, qu'est-ce que ça fait si on remet des animaux ? Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'on peut réussir à avoir, même en considérant des animaux qui sont rajoutés,
quelque part, on peut réussir à avoir un gain en termes de durabilité, en termes d'émissions pour la ferme céréalière. Je n'ai pas regardé au niveau territoire finalement qu'est-ce que ça pourrait donner si on avait ce type de partenariat, mais en fait c'est d'autant plus encourageant parce que ça veut dire que si on prend des animaux qui sont déjà là et qu'on considère que ces émissions des animaux elles étaient déjà faites finalement, et ben on est encore d'autant plus bénéfique d'un point de vue environnemental.